les personnes qui nous balancent des propos comme ça, ils visent la personne, ils visent la couleur de peau, mais ils ne visent pas qu'une seule personne. C'est toute une communauté qu'ils visent. Et moi, aujourd'hui, je refuse en tout cas que le racisme décide à ma place. Une candidate aspergée au visage en pleine rue à Bordeaux. Une élue de Rennes qui reçoit "Retourne dans ta case" par centaines et retrouve sa voiture saccagée. Un maire et un député balancés dans la même semaine dans deux affaires distinctes. 4 élus noirs de la France insoumise, une seule semaine, et un mot qui claque dans la bouche de Mélenchon, la négrophobie. Alors on va poser la question sans détour. Le racisme est-il devenu une arme de guerre politique contre les insoumis? C'est parti pour le Dixit. On commence en Gironde et ce n'est pas une polémique, c'est une agression. Aminata Pouy, tête de liste LFI au sénatorial, rentre d'une réunion de campagne début août. 4 hommes arrêtent leur véhicule à côté d'elle. Insultes racistes, liquide inconnu balancé au visage. Elle porte plainte. Ce n'est pas une interprétation, c'est un fait divers raciste. Certaines personnes dans les médias disent que c'est une victimisation, mais s'ils ont envie de croire qu'on se victimise, tant pis. Mais moi, je dis vraiment qu'il faut rendre les propos, la violence qu'on peut recevoir, il faut le rendre médiatique, il faut que ça soit visible par toutes et par tous. À Rennes, même brutalité, format harcèlement. Régine Komokoli, première femme issue de l'immigration élue dans son secteur, se prend depuis des mois, "Retourne dans ta case", des centaines de messages de haine et pour finir, sa voiture vandalisée. Bonjour à toutes et à tous. Hier soir, encore, ma voiture a été forcée dans un parking privé. Tout retourné, fouillé, violé. Alors je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas si c'est lié, mais quand depuis des semaines, tu reçois des messages racistes, des intimidations, des menaces à peine déguisées, le doute n'est plus un hasard. Il devient une inquiétude. Je suis élue de la République. Je suis une femme noire. Je suis une mère. Et aujourd'hui, je suis fatiguée, épuisée. Fatiguée d'avoir prouvé que j'ai ma place. Fatiguée de devoir encaisser en silence ce que d'autres ne vivront jamais. À celles et ceux qui font ça, arrêtez. Ce n'est pas un jeu, c'est une violence. C'est une stratégie d'intimidation et ça détruit. Mais je vous le dis clairement, vous ne me ferez pas taire. Parce que derrière moi, il y a des femmes, il y a des mères isolées, il y a des quartiers qu'on veut invisibiliser. Et moi, je suis là pour ça. Alors oui, j'ai peur, épuisée, très peur parfois, mais je reste debout. Parce que la République, c'est aussi nous et je ne reculerai pas. Une enquête pour harcèlement moral aggravé tourne depuis avril. Elle-même a un mot pour ça, plus précis que le racisme, misogynie noire. Cette discrimination qui touche spécifiquement les femmes noires. Et puis, la même semaine, 2 dossiers tombent d'un coup en Seine-Saint-Denis. Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis-Pierrefitte, visé par une plainte pour emploi fictif à la RATP, la régie de transport dément. Ali Djouara, député maire de la Courneuve, sommé de justifier pourquoi il occupe encore un logement social. Il assure respecter les plafonds. Coïncidence de calendrier ou acharnement? Pour Jean-Luc Mélenchon, les choses sont claires. Noirs et LFI, c'est trop pour les suprémacistes médiatiques. Le racisme est devenu systémique comme moyen de lutte politique pour la caste. Et Jean-Luc Mélenchon balance la liste des précédents. Daniel Obono, Rachel Keke et Carlo Martins Bilongo. Le 3 novembre 2022, où en plein hémicycle, on me dit "Retourne en Afrique". Quand je parle de l'Ocean Viking, du bateau avec des migrants qui viennent de partout dans le monde, et je sais que le sujet de l'immigration a déjà été abordé par différentes personnes au Parlement, il n'y a jamais eu de sujet particulier. Et lorsque moi, j'en parle lors des questions au gouvernement ce jour-là, ben, un député du RN me renvoie directement en me disant "Retourne en Afrique". Ça fait l'esprit en mode il va ramener ses amis. C'est ça, en fait, l'imaginaire. C'est quand on va parler d'immigration et quand on est issu de l'immigration, c'est qu'on veut ramener ses amis. Il y a cet imaginaire-là qui est créé et on nous renvoie en disant "Vas-y, retourne en Afrique". Ça, c'était très violent. Même la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas été à la hauteur en soi. Quand on touche un membre et les filles, on touche tout le monde. Voilà. Donc cette agression visait peut-être à m'intimider, mais c'est loin d'être le cas. Ça a produit un sentiment inverse pour moi, c'est-à-dire une détermination plus que jamais. Voilà. Et c'est là qu'il faut être précis. Parce que mettre
Tous ces cas dans le même panier seraient malhonnêtes intellectuellement. Ce qui est arrivé à Aminata Pouye et à Régine Komokoli, ce n'est pas discutable. Ce sont des agressions et harcèlements racistes documentés avec plaintes et procédures judiciaires. Ça, c'est des faits. Mais ce qui touche Bali Bagayoko et Ali Djouara est différent. Peut-être plus sournois, moins frontal. Ce sont des révélations journalistiques sur l'usage de leur mandat et de leurs ressources publiques. Des révélations tombent, comme par hasard, sur des élus noirs et prennent une résonance particulière. Il est normal d'enquêter sur nos hommes et femmes politiques, mais cela doit être fait de manière juste, quelle que soit la couleur de peau de l'élu. Je vous invite d'ailleurs à lire l'enquête du média faite par mon collègue Nils Wilke sur le soi-disant emploi fictif de Bali Bagayoko à la RATP. La surreprésentation d'élus noirs dans les polémiques qui touchent la France insoumise, la vitesse à laquelle certaines affaires sont montées en épingle mérite d'être interrogée. Je fais une comparaison parfois aux attaques que subissent mes collègues, qui sont parfois sur les sujets de fond. Et en fait, quand vous êtes noir, ce n'est pas les sujets de fond. Ou sinon, c'est vraiment le traitement médiatique. Vous voyez sur l'exemple de Bali Bagayoko, où quand les journalistes reprennent la phrase en disant il a cumulé 2 emplois, un emploi en tant qu'élu local, c'est pas un emploi élu local. Bali Bagayoko, c'est pas le premier élu en France à avoir été conseiller municipal ou maire adjoint ou être vice-président au département, conseiller départemental et cumuler aussi un travail. C'est normal de travailler à côté. Et en fait, il y a eu un faux récit déjà d'emblée, mais qui n'a même pas été arrêté. Ça veut dire à aucun moment, on va mettre de la nuance, contredire, dire ah non, mais attention. En fait, on va créer déjà un imaginaire de dire ah, l'homme noir ou la femme noire est déjà là pour voler, pour dissimuler, pour cacher. Alors, on nuance rien du tout, on contredit rien du tout. Et ça, tout de suite, j'arrive à faire la différence entre une attaque politique qui reste sur le fond. Bali Bagayoko, parlons du fond. Il met en place les fournitures scolaires gratuites pour les habitants, la mutuelle communale, il met en place des vélos pour tous les troisièmes au collège. Ça, c'est du fond. Mais on ne va pas l'attaquer là-dessus, on va dire. On nous explique qu'en 2000, il n'a pas eu d'entretien d'embauche quand il a été embauché à la RATP. Qui, dans ce pays, on le renvoie à 26 ans en arrière pour savoir s'il a eu un entretien ou non? Qui, dans ce pays, on le renvoie à sa fiche de paye après 26 années ou 25 années de boîte? Je ne sais pas. À un moment donné, soyons rationnels. On me dit qu'il a gagné 6 000 euros en 2000, etc. On ne comprend rien au torchon du Canard enchaîné. On ne sait même pas c'est signé par qui. Mais ensuite, c'est diffusé partout, partout, partout dans la presse. Ça, c'est regrettable. Et ça, on sait tout de suite que ce n'est pas une attaque politique, c'est une attaque raciste. Parce qu'il faut le dire, la négrophobie en politique française, ce n'est pas une nouveauté de 2026. En France, des élus noirs ont déjà été confrontés à cette remise en cause de leur légitimité. Autrement dit, ce que vivent aujourd'hui Aminata Pouye, Régine Komokoli, Bali Bagayoko, Ali Djouara ou Carlos Martins Bilongo s'inscrit dans une histoire longue. La France insoumise expérimente à son tour un racisme structurel qui a toujours pesé plus lourd sur les personnalités politiques noires en France, quelle que soit leur famille politique. Prenez Kofi Niamnian. En 1989, il devient maire de Saint-Coulis dans le Finistère. Son élection déclenche une vague de lettres racistes, des lettres dans lesquelles certains lui expliquent en substance qu'un noir n'a rien à faire à la tête d'une commune française. Il deviendra ministre. Quelques années plus tard, Christiane Taubira deviendra elle aussi la cible d'attaques racistes lorsqu'elle occupera des fonctions gouvernementales. Et depuis, d'autres femmes et hommes politiques noirs ont été confrontés à la même logique. Le problème n'est donc pas nouveau, mais quelque chose a changé. Je pense que voilà, l'éducation et la médiatisation et ce qu'ils voient à la télé, surtout la discrimination et les propos racistes que peuvent aussi exprimer l'extrême droite, hein. On voit ça à l'Assemblée nationale, des propos RN, on voit ça dans les médias. Je pense que ça a un impact très, très important, aussi bien dans les jeunes, mais dans les personnes qui sont reculées du milieu, en tout cas multipotes du vivre ensemble. Aujourd'hui, une attaque peut naître sur les réseaux sociaux, être reprise par un influenceur, être commentée sur une chaîne, puis reprise par un média, puis devenir un sujet politique. Et quelques heures plus tard, des milliers de personnes peuvent avoir oublié le contexte initial. Carlos Martins Bilongo en a fait l'expérience. En janvier, après plusieurs polémiques, ses avocats dénonçaient un déchaînement de haine raciste et un harcèlement généralisé. Est-ce que la négrophobie est devenue une arme politique contre la France insoumise? Il serait impossible de dire que toutes les attaques contre les élus noirs de LFI sont coordonnées. Il serait tout aussi faux de considérer toute polémique les concernant comme racisme, mais il serait tout aussi dangereux de faire comme si le racisme disparaissait dès qu'une personne entre en politique. La France insoumise est un mouvement qui est attaqué
en flux continu. Et en fait, vous avez la cerise sur le gâteau, c'est quand vous avez des élus issus de l'immigration, c'est encore pire. Là, c'est le pire spectre qu'ils peuvent avoir, c'est un cauchemar. De se dire que ces personnes-là seront peut-être en responsabilité après les élections présidentielles, après une belle campagne qu'on va mener, une campagne qui va être antiraciste, la campagne qui va être rassembleuse, encore une fois dans les quartiers populaires et au-delà dans la ruralité. Et je pense que c'est ce que l'extrême droite craint le plus. Parce que si on se lève, si des sportifs, des artistes, des personnes ici de différents milieux, entrepreneurs, milieux associatifs se lèvent pour dire non à l'extrême droite et voter Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le bulletin qui va battre le racisme, ça les met en difficulté. Ils en ont conscience et on leur fait peur et du coup, ils nous attaquent. La question n'est donc pas est-ce qu'on peut critiquer les élus noirs de la France insoumise? La réponse est bien sûr oui. La vraie question, c'est comment les critique-t-on? Quels mots utilise-t-on? Quelle image utilise-t-on? Quelles accusations sont reprises? Et surtout, est-ce que la couleur de peau de la personne devient elle-même un élément de l'attaque politique? Le racisme ne prend d'ailleurs pas toujours la forme d'une insulte explicite. La négrophobie peut aussi passer par des représentations. L'idée qu'une personne noire serait moins légitime, moins compétente, plus violente, plus communautaire, plus étrangère, ou tout simplement pas du tout à sa place. Et en politique, cette question de la place est fondamentale. Parce qu'un élu noir n'est plus simplement une personne noire, il représente, il décide, il exerce du pouvoir. Il parle au nom d'une partie de la population et parfois il devient lui-même un symbole. Peut-être qu'une partie de la bataille politique actuelle porte aussi sur une question beaucoup plus profonde. Qui a le droit de représenter la France? Qui peut être maire? Qui peut être député? Qui peut prendre la parole et qui peut incarner l'autorité? Et surtout, verra-t-on un jour un candidat ou une candidate noire à l'élection présidentielle? En tout cas, il faudra qu'il ou elle s'attende à des attaques politiques sans précédent. Le jour où vous allez avoir une candidat ou un candidat prêt à prendre le pouvoir en France, il va subir des attaques mais incroyables. On prend juste à titre de comparaison l'extrême droite aux États-Unis, comment ils ont attaqué M. Mamdani ou d'autres candidats, Ilhan Omar, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le fond politique. On voit que sur des trucs, il est de telle origine, il a fait ci, en Ouganda, il connaît telle personne. Il n'est pas du tout sur le fond. Et malheureusement, ces éléments-là, ça nous fait perdre beaucoup de temps dans le travail parlementaire, par exemple. Moi, des fois, de répondre à cette attaque-là, je perds mon temps parce que je sais qu'un collègue à moi, qui n'est pas noir de peau, bah, il n'est pas embêté pareil. Il n'est pas gêné pareil. Et ça aussi, c'est un élément de déconstruction qu'on doit aussi véhiculer dans les rangs de la gauche. Il y a un travail aussi à faire, que les gens doivent comprendre que quand vous êtes une personne issue de l'immigration, que vous êtes à LFI, bah, vous subissez des attaques qui sont 10 fois ou 20 fois plus fortes. C'est la fin de ce Dixit. N'hésitez pas à soutenir le média en allant sur cap-sur-dica.lemediatv.fr.